Bonjour à tous, Azul Flawen, bienvenue pour ce nouvel épisode des repères de l'histoire berbère. Je suis Alissa Miles et je vous retrouve comme d'habitude pour une vidéo où nous allons parler ensemble de la création de Carthage vue par les Romains et les Grecs. Donc, avant de démarrer, un petit pouce bleu pour liker, un commentaire, un partage. Vous pouvez aussi vous abonner et bien activer la petite flèche pour recevoir les notifications à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Alors, avant d'aller plus loin, un petit disclaimer, comme on dit. Je voulais vous rappeler que le contenu de cette chaîne est issu de nombreuses recherches sourcées de différents points de vue pour éviter les biais dans la manière dont les choses sont présentées. Par ailleurs, cette chaîne n'a pas de but partisan. Elle vise à faire connaître l'histoire antique de la Méditerranée et notamment celle des Berbères qui en est le sujet principal. Or justement, l'appellation berbère, qui vient effectivement du mot barbare, était utilisée par les Grecs et les Romains pour désigner tous ceux qui étaient extérieurs à leur civilisation, qui ne parlaient pas leur langue, qui n'avaient pas les mêmes coutumes. Ça concerne effectivement les Numides, mais aussi les Francs, les Alamans, les Vandales, les Burgondes, les Ostrogoths, et que sais-je encore? Il n'y a donc pas d'aspect péjoratif lorsque j'utilise le terme berbère. Enfin, il est important de savoir que, vivant à proximité les uns des autres, tous les peuples en question dans ces vidéos ont apporté leur contribution à la richesse de notre histoire commune. Ces peuples se sont mélangés dans certains territoires, pas de manière forcément massive, mais il y a eu des échanges culturels, des échanges de langues, des échanges de savoirs, et c'est ce qui fait la richesse de l'histoire de la Méditerranée. Il n'y a donc pas de bons ou de mauvais, mais simplement des hommes et des femmes, comme vous et moi, qui ont construit cette histoire. Voilà, alors ceci étant dit, maintenant, je vous souhaite un bon moment sur ma chaîne. Alors, la création de Carthage vue par les Romains et les Grecs. Alors, pourquoi cette thématique? Bien, tout simplement parce que, en faisant quelques recherches historiques, je me suis rendu compte qu'il existait des écrits très critiques vis-à-vis de la création de Carthage. Et je me suis donc documentée et trouvé donc cette étude faite par John Shade, qui est un historien et archéologue français spécialisé dans l'Antiquité romaine, accompagné de Jesper Svenbro, qui est un poète historien suédois spécialisé dans la Grèce antique et notamment dans la langue du grec ancien et dans la littérature grecque. Alors avant de commencer, je voulais partager avec vous cette photo. Cette photo des ruines de Carthage qui a été prise par une amie il y a à peine quelques jours et qui situe tout à fait le décor de ce dont nous allons parler aujourd'hui. Alors imaginez-vous à cet endroit, actuellement, un endroit d'une beauté à couper le souffle, avec une mer magnifique et des paysages magnifiques. Donc c'est en ce lieu précisément, et je trouve ça absolument magique d'avoir accès à ce type donc de photos, c'est ici précisément que va se dérouler tout ce que je vais vous raconter dans cette vidéo. Donc je vous invite à bien attacher vos ceintures et à commencer cette vidéo tout de suite. Alors voilà, c'est donc ici, sur cette colline, que va démarrer l'histoire de Carthage, avec donc Didon qui va demander au roi berbère, en tout cas au chef de tribu berbère qu'elle va rencontrer, un bout de son territoire. Voyons voir comment elle s'y prend
si l'on en croit les écrits romains et grecs antiques. Alors, on va d'abord resituer un petit peu le personnage. Donc, Didon, qui est appelée aussi Élissa, est une princesse donc phénicienne qui est fille du roi de Tyr. Elle arrive donc de Tyr, elle fuit Tyr, donc c'est une ville qui est située dans l'actuel Liban, après que son frère ait assassiné son mari. Elle emmène avec elle un prêtre phénicien, ce qui veut dire que dans l'endroit où elle souhaite s'installer, elle veut rester loyale envers sa culture d'origine et notamment maintenir ses croyances. Elle emmène aussi une cinquantaine de jeunes filles, ce qui là est le signe du fait qu'elle souhaite établir une population issue de son peuple dans l'endroit où elle va arriver. Alors justement, il y a de nombreux comptoirs commerciaux qui existent sur les côtes du bassin méditerranéen et elle va donc arriver au IXe siècle avant Jésus-Christ sur les côtes de l'actuelle Tunisie. Elle va y trouver un chef de tribu berbère, Yerbas, qui va dans un premier temps la chasser de son territoire. Et c'est là que pour se faire accepter, elle va demander l'équivalent d'une peau de bœuf en tant que territoire. Et c'est à partir de là que pour les Grecs et les Romains anciens se situe la ruse de Didon. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Alors pourquoi la ruse de Didon? D'après donc les anciens textes, elle aurait utilisé une ruse de langage. Alors, pour que cela fonctionne, il faut que le mot utilisé par Didon ait un double sens. Il faut que ce mot puisse à la fois vouloir dire contenir et entourer. Elle va donc demander à Yerbas un territoire pouvant être entouré par une peau de bête. Là où Yerbas va lui entendre un territoire pouvant être contenu dans une peau de bête. Puisque visiblement, en grec ancien, qui serait donc la langue utilisée par les deux protagonistes, il existe un mot qui veut à la fois dire contenir et entourer. Et c'est là que va se situer le malentendu. Puisque Yerbas, étonné de voir que cette femme souhaite un territoire qui peut être contenu dans une peau de bête, donc un territoire relativement très petit, de quelques mètres carrés à peine, accepte sa demande. De son côté, Didon, qui aura dit entouré par une peau de bête, va faire découper effectivement la peau d'un bœuf en fines lamelles et va occuper tout l'espace qui pourra être entouré par les fines lamelles de cette peau de bête. Donc elle va entourer évidemment un territoire bien plus grand que ce à quoi Yerbas s'attendait. Toute la ruse repose sur cette ambiguïté de termes. Et évidemment, le chef de tribu berbère ne pourra pas revenir en arrière lorsqu'il réalisera que le mot utilisé en grec ancien signifie non seulement contenir, mais aussi entourer. Alors, la symbolique du bœuf. Dans les civilisations de l'époque, grecque et romaine, le sacrifice d'un bœuf est toujours lié à la fondation d'une ville. D'ailleurs, selon une légende grecque, un Phénicien nommé Cadmos fonda la ville de Thèbes, en Grèce, en sacrifiant un bœuf et en partageant sa viande avec les habitants autochtones. Et c'est après avoir partagé la viande en quartiers qu'il partagera le territoire en quartiers pour en faire une cité, la cité de Thèbes. Symboliquement, la ville qui est ainsi créée prend la place du bovin qui est partagé. Et on peut peut-être mettre ça en lien avec un rite
similaire qui est utilisé encore aujourd'hui en Afrique du Nord lors de fêtes familiales ou de temps forts de l'année où la viande fait l'objet d'un partage assez large à l'échelle d'un village ou même à l'échelle d'un quartier pour ceux qui habitent en ville. Alors, toujours sur cette symbolique du bœuf, on peut aussi y voir le fait que dans un organisme vivant, la peau est ce qui sépare l'intérieur de l'extérieur. Et donc, lorsque Didon utilise la peau de cette bête pour définir son territoire, on peut dire que finalement, cette peau permet de marquer aussi la différence entre son peuple et le peuple berbère autochtone. Je vous rappelle qu'elle a emmené une cinquantaine de jeunes filles pour pouvoir enfanter de nouveaux Phéniciens. Donc elle prévoit d'établir une forme de colonie finalement. Et puis, un autre aspect, cette peau permet aussi, comme elle permet de délimiter l'intérieur de l'extérieur d'un corps, là elle permettrait aussi de délimiter finalement le territoire de la cité créée et de servir de ligne de démarcation avec le territoire berbère. Alors, il y a un autre aspect aussi, c'est que pour certains peuples antiques, notamment au centre de l'Europe, celui qui voulait rassembler des hommes pour former une armée sacrifiait un bœuf et en partageait la viande avec ceux qui voulaient se lier à lui. Et c'est au moment du partage de cette viande que les personnes voulant se lier à lui se rapprochaient et faisaient serment, prêtaient serment. Alors, maintenant, la signification de Byrsa, puisque c'est sur la colline de Byrsa qu'est fondée la ville de Carthage. Donc aujourd'hui, cette colline abrite le site du Musée national de Carthage et la cathédrale Saint-Louis. Et donc là aussi, il s'agit d'une photo prise il y a quelques jours sur les lieux mêmes de cette colline. Alors l'origine du terme Byrsa, qui a servi donc à baptiser cette colline, fait l'objet d'un débat. Pour certaines personnes, ils y reconnaissent donc un nom d'origine grecque qui signifie cuir ou peau de bœuf et qui correspondrait donc totalement à l'histoire racontée. Pour d'autres, qui sont plutôt de la lignée phénicienne, ils y voient la racine brst qui voudrait dire la terre, la patrie. Alors, la fondation de Carthage. Voyons un petit peu maintenant la vision helléniste, donc grecque, de cette fondation, en sachant, bien entendu, qu'il faut se remettre absolument dans le contexte de l'époque. On est dans le contexte de l'Antiquité, ça ne correspond pas donc à la mentalité, si je puis dire, d'aujourd'hui, mais à l'époque, nous sommes quand même en présence de peuples qui se font la guerre, qui se font des guerres d'influence, qui souhaitent prendre l'avantage les uns sur les autres. Donc, dans les textes grecs et romains, on va le voir ensemble, on perçoit cette rivalité. Et on perçoit qu'effectivement, les choses sont présentées d'une certaine manière, et d'une manière plutôt critique vis-à-vis des Phéniciens, qui sont un peuple de marins qui s'étendent sur toutes les rives de la Méditerranée, et donc qui suscitent forcément la jalousie, la rivalité des autres peuples. Alors voyons ça ensemble pour ce qui concerne la vision donc grecque. Donc les Grecs désignaient les Phéniciens sous le terme de phoinikes, les hommes pourpres. Et c'est un mot qui est dérivé de phoinix, qui veut dire rouge-brun. Alors il se trouve qu'il y avait une teinture, le pourpre, qui était utilisée pour les vêtements luxueux, notamment chez les Romains, et que seuls les Phéniciens savaient produire. Dans les textes grecs anciens, phoinix est ensuite souvent associé à des termes péjoratifs,
synonyme de fourbe ou de trompeur. Et le mot lui-même finit par signifier à lui seul escroc. Alors, le nom d'Élissa évoque aussi une action de la ruse, sous le terme élissène, en grec ancien, qui est un verbe utilisé pour désigner une personne qui utilise un double langage. Dans la Souda, qui est donc l'encyclopédie grecque de la fin du Xe siècle, le double sens qui a été utilisé par Didon caractérise de manière générale les traités des Phéniciens. Et effectivement, les Grecs vont toujours se méfier et vont promouvoir l'idée qu'un traité phénicien peut toujours être susceptible d'être interprété différemment et de détenir un double sens. Donc les Grecs se méfient énormément des Phéniciens, qui sont donc, rappelons-le, des commerçants qui se sont établis sur toutes les rives de la Méditerranée. Alors, toujours dans la Souda, donc l'encyclopédie grecque, on explique que les Phéniciens qui sont arrivés sur les côtes berbères de l'actuelle Tunisie demandèrent aux tribus donc autochtones de les recevoir Nukta, Kai et Meran. Alors, je suis désolée pour la prononciation, mais ce qu'il faut là retenir, c'est que cette expression en grec ancien signifie une nuit et un jour. Donc, ils demandent l'hospitalité pour une nuit et un jour. Mais attention, cette expression veut aussi dire nuit et jour. Et donc, elle peut être interprétée comme étant une demande de les recevoir pour toujours. Et c'est là que figure toute la subtilité des termes utilisés et la raison pour laquelle les Grecs se méfient toujours de la double lecture ou d'un double langage qui peut être tenu par les Phéniciens et qui, pour eux, caractérise les Phéniciens. Alors, n'oublions pas, et c'est très important d'avoir bien ça en tête, c'est que lorsque les Grecs parlent des Phéniciens, c'est un peuple, une civilisation qui parle d'une autre civilisation rivale, et c'est le cas des Grecs et des Phéniciens en Méditerranée orientale. C'est-à-dire que comme les Romains et les Phéniciens se disputent l'influence en Méditerranée occidentale, les Grecs et les Phéniciens se disputent l'influence en Méditerranée orientale, et ce pendant toute l'Antiquité. Alors concernant maintenant la vision romaine, alors elle est à peu près similaire à la vision grecque, c'est-à-dire qu'elle est plutôt négative, mais nous allons voir en détail ce qui la caractérise. Alors comme vous le savez, vous avez dû voir mes différentes vidéos sur les guerres puniques, les Romains étaient contre Carthage, qui représentait pour eux une menace pour leur influence en Méditerranée occidentale. Il n'est donc pas surprenant, pas étonnant, que les Romains présentent la création de Carthage comme l'œuvre d'une ruse. Et aux yeux des Romains, effectivement, des Romains de l'Antiquité, Didon ou Élissa, comme on souhaitera l'appeler, est le parfait symbole des Carthaginois qu'ils combattront durant les 3 guerres puniques. Alors, à l'époque justement des guerres puniques, il se trouve que les Romains avaient érigé le temple de Fidès, qui est donc dédié à la déesse de la bonne foi, à la patronne des relations diplomatiques. Alors, il faut savoir que pour les Romains, la reine Didon apparaît dans cette histoire comme l'exact contraire de l'idée que les Romains se faisaient d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils se présentaient et se sentaient comme étant des êtres très vertueux, et que même en faisant la guerre, ils devaient faire preuve de vertu. Alors évidemment, il faut avoir là encore en tête que dans tous les écrits romains, on note de manière constante qu'ils opposent régulièrement ce qu'ils appellent la fides romaine, donc toutes les vertus romaines, à la perfidie supposée de leurs ennemis. Et c'est valable pour les Carthaginois, pour les Numides et même les Grecs,
qu'ils vont aussi combattre. Donc à chaque fois qu'ils désignent des ennemis dans les écrits, ils les décrivent toujours de manière, on va dire, négative, et ils leur prêtent des défauts tels que la perfidie, tels que l'inconstance, tels que la versatilité. Voilà, donc ça, nous l'avons vu déjà concernant Syphax et même concernant Massinissa, et on le voit aussi concernant les Carthaginois évidemment, et donc les Grecs aussi en font partie et sont traités de la même façon. Alors, nous avons vu jusque-là la vision des Romains et la vision des Grecs. Mais maintenant, si on veut avoir un petit peu quelque chose d'objectif, peu importe finalement ces descriptions un petit peu à charge, le fait est que les Phéniciens, étant arrivés sur les côtes berbères d'Afrique du Nord, se sont installés et se sont propagés. Ils ont créé donc la cité de Carthage et sont devenus ensuite une civilisation très influente. Donc les tribus berbères qui étaient à proximité se sont mélangées aux nouveaux venus, puisqu'ils vivaient de manière très proche. Ils ont donc contribué à augmenter la population initiale, et la colonie de départ est devenue ensuite la cité de Carthage que l'on connaîtra plus tard. Et puis la civilisation punique née de cette arrivée se développa pendant plusieurs siècles et gagna du terrain, puisque c'est tout ce que vous pouvez voir en bleu sur la carte. Vous voyez d'ailleurs en bleu sur la carte l'étendue de la civilisation punique, et en rouge, vous voyez donc le territoire qui correspondait donc au territoire romain. Donc forcément, les Romains voyaient d'un très mauvais œil l'expansion phénicienne. Hein, on le voit très clairement sur la carte. Alors il ne faut pas oublier que les Phéniciens, en arrivant et en s'étendant, ont contribué à apporter donc l'écriture, puisque étant des commerçants, ils ont très rapidement eu besoin de pouvoir écrire, de pouvoir compter et de pouvoir noter des choses, et c'est ce qui les a poussés finalement à inventer donc l'écriture. Je rappelle que l'écriture, c'est quand même ce qui fait passer l'homme de la préhistoire à l'histoire. Donc c'est une invention très importante et qui s'est diffusée dans tous les peuples du monde. Mais à la base, c'est une invention phénicienne. Ils ont aussi contribué à étendre et à créer de larges flottes de navires qui ont été reprises ensuite par les Romains, notamment pendant la première guerre punique, puisque pour pouvoir combattre avec efficacité les Carthaginois lors de la première guerre punique, les Romains ont dû construire en urgence des bateaux. Donc ça aussi, c'est un apport très important des Phéniciens, qui étaient donc connus pour être un peuple de marins et pour la qualité et la solidité de leur flotte. Et puis alors, n'oublions pas que les Phéniciens ont parmi leurs rangs des guerriers redoutables tels que Hamilcar Barca, le père d'Hannibal Barca, et le beau-père de Hasdrubal, qui a fondé la ville de Carthagène en Espagne pendant la Deuxième Guerre punique. Voilà, donc voilà pour les apports des Phéniciens. Comme toujours, hein, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous propose de laisser des commentaires pour indiquer un petit peu ce que vous pensez de justement la civilisation phénicienne. Alors bien sûr, dans la bonne humeur et le respect des uns et des autres, puisqu'il n'est absolument pas question de critiquer leur arrivée, l'endroit d'où ils viennent et ce qu'ils ont pu y faire. On est face à l'histoire, donc face à des faits tout simplement. Et comme je le disais en préambule, il n'y a ni bon ni mauvais, mais simplement des hommes et des femmes qui, à un moment donné, ont contribué
à forger l'histoire qui est la nôtre, hein, l'histoire des peuples méditerranéens, mais plus largement de l'humanité. Voilà, donc écoutez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous remercie comme toujours de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.